Après la publication d'Éoliennes, un scandale d'État, Alban Darguin poursuit son enquête avec réchauffement climatique, enquête donc sur une manipulation mondiale. C'est aux éditions Pardès, mais c'est surtout en vente sur la boutique de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Alban Darguin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV Liberté. Que de paradoxes tout de même dans votre démarche et ce livre, Alban Darguin. Permettez-moi d'en relever au moins quelques-uns. Dans votre introduction, vous dites « S'agissant de réchauffement climatique, la littérature est tellement foisonnante qu'il faut avoir beaucoup de naïveté pour prétendre ajouter une ligne nouvelle à la question. » Et de ce constat, vous publiez un livre de 250 pages. Par naïveté, alors? Pas du tout. Pas du tout. Par volonté de vérité. Parce que tout ce qui a été publié sur le réchauffement climatique, il y a de très bons ouvrages. Je ne suis pas un inventeur de cette thèse dont on va parler, mais il y a aussi majoritairement, si on prenait les lois de Pareto, règle des 80-20, 80% d'ouvrages qui sont des ouvrages de pure manipulation, dirais-je, un peu avant l'heure, et de pure invention d'un réchauffement climatique qui serait totalement extraordinaire et jamais vu sur la planète. Voilà. On va aussi vous rétorquer que vous n'êtes pas un spécialiste du climat. Vous avez fait un débat de droit public, un débat d'histoire du droit. Oui. Ça ne mène pas directement à ces questions touchant au climat. C'est pas faux. J'ai fait aussi un petit peu d'études de mathématiques financières, mais ça, c'est aussi hors sujet en apparence. Simplement, il faut savoir raison garder, et pour bien raisonner, que ce soit en droit ou en histoire ou dans n'importe quelle matière, il faut savoir avoir une logique et un goût de la vérité. Sinon, on masque un peu des arguments. Et on voit, d'ailleurs, à cette occasion-là, mais j'anticipe peut-être d'autres questions que vous voudrez me poser, mais on voit à quel point des scientifiques de renom, réputés comme étant des climatologues, comme étant des scientifiques en matière de physique, etc., se sont dévoyés sur un sujet alors qu'ils étaient là pour justement être les garants de la vérité. On va voir ça, mais je voudrais terminer sur les paradoxes. Vous évoquez une large enquête que vous avez amenée pour aboutir à l'évocation d'une manipulation mondiale. Mais au moment même, Alban Darguin, ça ne vous a quand même pas échappé, où la France a connu des températures caniculaires alarmantes, extrêmes, une sécheresse tout aussi alarmante, inquiétante, extrême. La Loire à son plus bas niveau. Le Figaro a titré que la sécheresse n'a jamais été aussi importante depuis 500 ans. Vous voyez, c'est dire, tout cela confère et confirme tout au moins le dérèglement climatique, ce réchauffement climatique, non? Alors, réchauffement climatique ou dérèglement climatique? Là, on repartira de ça, peut-être, on aura l'occasion d'en reparler, mais en attendant, ce qui se passe cet été, ou plutôt depuis le printemps, puisque ça a commencé, la sécheresse a commencé à peu près au début du printemps, elle continue, et ça n'est pas extraordinaire. Les gens ont peut-être la mémoire courte, mais je suis sûr que les téléspectateurs de TV Liberté se souviennent de 1976. Les plus anciens peut-être de 1949 aussi, et notamment du grand incendie de Bordeaux, qui a été une horreur, au même endroit d'ailleurs que celui qui vient de survenir, mais qui était en 49. Et puis, ceux qui ne sont plus là, mais dont on a les témoignages quand même, une très grande sécheresse en 1911, et à l'époque, personne ne parlait de réchauffement climatique. Pourtant, 1911 est considéré par les spécialistes comme bien supérieur à ce qu'on vit aujourd'hui, et ce qu'on a vécu. Est-ce que votre vision, c'est celle d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui parlait de fluctuations climatiques à l'échelle d'une génération, variabilité permanente du climat, des fluctuations? Est-ce que ce terme-là, vous le faites votre... Oui. Je le fais bien, parce que nous avons des fluctuations à de moyen terme, de court terme, et nous avons aussi des fluctuations de périodes plus longues. Si je devais faire un tout petit peu et sans lasser nos téléspectateurs, si je devais faire un tout petit peu de paradoxe, je dirais qu'il y a des périodes, des cycles qu'on appelle des optima, et des cycles qu'on appelle des petits âges. Alors pourquoi est-ce qu'on emploie ces deux mots? Simplement pour les différencier de l'époque de la préhistoire, dans laquelle on avait des grands optima immenses, c'est-à-dire des grandes périodes de réchauffement qui duraient très longtemps, qui pouvaient durer 10 000 ans. Et puis on avait des périodes aussi de grands âges glaciaires épouvantables, dans lesquels Londres était sous la glace, et des périodes des parties du nord de l'Europe étaient complètement sous la glace, et le sont restés pendant 10 000 ans, etc., avant que ça se réchauffe. Et puis, depuis, j'allais dire, la fin de la préhistoire, on a ce qu'on appelle des
des optima, c'est-à-dire des petites périodes. Quand je dis petites périodes, c'est par exemple le petit optimum médiéval qui dure de 900 à 1400 et qui est une période de réchauffement climatique plus sévère que celle que nous vivons aujourd'hui, tout à fait naturelle, et qui précède le petit âge glaciaire qui est survenu à partir du 14e, 15e et qui va durer jusque à la moitié du 19e siècle. Parce qu'il faut savoir ce que nous vivons aujourd'hui en termes de réchauffement climatique sur la planète, c'est un réchauffement qui a démarré au milieu du 19e siècle. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on agite comme Al Gore depuis 20 ans en disant on va tous mourir de chaud. Si j'ai bien compris, parce que j'ai bien retenir un mot que vous avez indiqué à l'instant à Bandarguin et qui a son importance, vous avez utilisé le terme naturel. Or, si j'ai bien compris, pour que ce soit bien clair aussi pour nos téléspectateurs, vous ne niez pas une forme de réchauffement climatique, mais vous considérez que ce réchauffement climatique actuel, il est cyclique, et vous ajoutez donc ce terme de naturel. Et quand on dit naturel, ça met bien évidemment, ça vous oppose à ceux qui considèrent que ça n'est pas naturel, car c'est dû à la présence humaine. Oui. Absolument. C'est naturel, c'est-à-dire que nous vivons un réchauffement climatique, je le redis, et ce réchauffement climatique, il a des origines parfaitement naturelles et cycliques. Et donc, il n'a rien à voir avec une action humaine sur le climat. Parce qu'aujourd'hui, la thèse de ceux qui prétendent que nous sommes dans un réchauffement apocalyptique, du fait de l'homme, ils l'attribuent à la prolifération du CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, c'est le dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, il est présent dans l'atmosphère, il l'a toujours été. Si on disait à l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ce sujet que le CO2 représente en gros 0,04% de l'atmosphère, on aurait une idée des enjeux avant qu'il croisse de peut-être encore jusque, si on va sur un temps qui dure autant que le Moyen-Âge, c'est-à-dire il nous reste encore jusqu'à 2250, si on était dans ce scénario-là, on aura peut-être un CO2 qui augmentera encore. Mais cette corrélation n'a rien à voir avec l'homme. Elle a beaucoup plus à voir, sans rentrer et sans déflorer certaines parties du sujet qui sont à la fin de l'enquête, elle aurait plus à voir avec l'activité solaire, notamment. On ne peut pas nier non plus que l'activité humaine, l'urbanisme, l'urbanisation, etc., ont des conséquences sur le climat. Comme bien sûr, mais localement, uniquement localement, pas au niveau global. Pas au niveau global. Alors, sans tenir compte des experts autoproclamés, qui sont souvent discrédités, vous avez raison, vous parlez de thèses faussement scientifiques ou de scientifiques mafieux. Là aussi, les termes ont l'importance. Pouvez-vous nous fournir un exemple de cette manipulation de la science? Peut-être que ce que vous nommez la mise en scène, par exemple, du professeur, vous dites James Hansen. C'est un exemple parmi d'autres, mais celui-là est véritablement caricatural. Et elle prouve, cette manipulation-là dont je vais parler, elle prouve aussi le rapport qu'il y a entre les scientifiques, certains scientifiques, le rapport très étroit qu'ils ont avec les politiques. En l'occurrence, Hansen, il a été le président à un moment de l'observatoire de la NASA, il était spécialiste de l'espace, et il s'est beaucoup intéressé au climat, c'est un homme de gauche, donc il a aussi des affirmations politiques qui sont très claires, et il a voulu démontrer à un moment, et embarquer avec lui toute la classe politique américaine, en faisant quelque chose que la morale réprouve, d'une certaine façon. À savoir, il a réuni tous les sénateurs dans la salle du Capitole et un jour de très grande sécheresse, avant la réunion pour parler du climat, et c'est vieux, ça date de 88 de mémoire, et il les a réunis, et comme il voulait que ça soit réussi, il avait demandé avant aux météorologues quels étaient les jours les plus chauds à Washington dans l'année. Il avait choisi pile ce jour-là pour une réunion, et la veille de la réunion, il a fait ouvrir toutes les fenêtres du Capitole, alors qu'il faisait une chaleur torride en effet, ce qui arrive sur cette côte, de la côte est des États-Unis, il fait très chaud aussi, et bien évidemment, il a eu un auditoire phénoménal, les gens, les sénateurs, avec un peu d'embonpoint, ruisselaient de transpiration, comme il n'y avait pas de climatisation, puisqu'elle avait sauté.
étant donné la chaleur qu'il y avait avec les fenêtres ouvertes. Et dans cet environnement-là, il a présenté des courbes en disant « Regardez ce qui se passe, nous allons vers un réchauffement cataclysmique. Il faut que les politiques se secouent et que vous fassiez quelque chose pour lutter contre le dérèglement climatique dont nous sommes tous la cause, etc. etc. » Et puis c'est parti de là. Et on peut dire vraiment que la manipulation était énorme, surtout quand elle a été connue après. Vous parlez aussi d'une autre manipulation, la manipulation dialectique de l'histoire du monde. Mais il n'empêche, je reviens encore à l'essentiel, pardon de vous rappeler cela, Alban d'Arguin, mais votre point de vue, il est contredit par 97-98% des scientifiques, 100% du GIEC qui ne partagent pas votre point de vue. Tous les scientifiques sont, eux, d'accord. Et les 18 dernières années ont été les plus chaudes de l'histoire de l'humanité. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est absolument faux. D'abord, parler de scientifiques au GIEC, c'est aller un peu vite. Tous les pays sont représentés. Le niveau de ces personnes-là pourrait être... Il y a de très bons scientifiques et de très grands scientifiques dedans. Ils se sont un peu dévoyés, puisqu'ils ont été sous l'influence des politiques. Et Hansen a démontré aussi que les scientifiques se sont dévoyés en essayant d'embarquer les politiques. Mais en réalité, ces gens-là ont un processus décisionnel qu'a extrêmement bien démonté, et il y a déjà plusieurs années, un homme qui s'appelle Christian Géraudot, un grand scientifique, qui avait démonté totalement le processus de prise de décision du GIEC. Et cette prise de décision, elle est faite un peu comme des sondages. Je la simplifie, on ne va pas reprendre dans le détail ce que dit Christian Géraudot, mais il a été, je crois, le premier et un pionnier pour le dénoncer, en disant il s'agit pour prendre des décisions, de dire si la Terre se réchauffe un peu, j'exagère un peu, mais un peu, beaucoup, j'allais dire passionnément, etc. Et les scientifiques devaient choisir, ou les gens du GIEC devaient choisir entre plusieurs propositions, comme une sorte de sondage. C'est tout sauf de la science, ça. C'est pas de la science. Et après, on dit 90% ou 95% des gens du GIEC sont d'accord avec la thèse du réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire du fait de l'homme. Si c'est comme ça qu'on fait de la science, je pense qu'on se trompe. Et les 18 dernières années n'ont pas été les plus chaudes de l'histoire de l'humanité. Je viens de l'humanité. Absolument pas. Moi, je mes fiches. Vous tirez ça de quelle source? Parce que il faudrait vérifier qui dit, et si c'est le GIEC qui affirme ça, mais absolument pas. D'abord, il y a déjà une chose, c'est quand on parle de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que le climat de l'humanité? C'est un climat qui est en variabilité totale. Il varie tout le temps. Et il varie partout. Quand vous avez un scientifique réputé qui s'appelle Robert Candel, qui fait un que sais-je, qui est quand même le premier niveau d'initiation, quand on veut connaître quelque chose, on prend le que sais-je relatif à un sujet. Réchauffement climatique, Robert Candel, membre du GIEC, etc. Et qu'on regarde comment il présente le réchauffement climatique. Je ne sais pas si les statistiques relatives à ces 18 dernières années viennent de lui, mais ça serait quand même extrêmement étonnant, puisque on constate, et j'ai démonté dans le livre, dans la manipulation scientifique, les propos de Candel, qui dit à certains moments que le réchauffement climatique, il est basé, enfin il compare des chiffres dont certains, il avoue que ce sont des estimations, sans donner aucune source de ces estimations, et il les compare à des mesures réelles d'il y a quelques années, ou de maintenant. Donc on voit bien que les choses deviennent assez fausses, et il fait le même type de manipulation qu'un grand scientifique, entre guillemets, nommé Michael Mann, avait déjà faite à propos de ce qu'on appelle la courbe en crosse de hockey. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exemple qui avait scandalisé une partie de la communauté scientifique. Mann était très embêté. Il fait une étude avec deux autres scientifiques, Bradley, j'ai oublié le nom du troisième, qu'importe, trois Américains. Et Mann présente cette étude dans les années 80 en disant, vous voyez, ça c'est la preuve que la courbe est comme ça. Crosse de hockey, c'est la preuve que nous sommes dans un réchauffement climatique totalement extraordinaire, qui est dans les dernières années et qu'on vit, et donc c'était déjà dans les années, il analysait ça dans les années 80, et en disant, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la planète et nous allons tous griller. Oui, sauf qu'il y a des scientifiques honnêtes
qui ont frappé à la porte et qui ont dit « Mais attendez, monsieur Mann, vous nous présentez ça, mais cette courbe en creuse de hockey, elle commence quand ?» Ah ben, elle commence dès qu'on a des données un peu sérieuses, etc. Ah oui, mais vous oubliez qu'il y a eu 400 ans pendant la période médiévale, on ne voit rien, aucune donnée de votre part. Si, je les ai mis. Oui, mais vous avez effacé celles qui vous gênaient. Et vous les avez toutes gommées. Et ça, ce sont des grands scientifiques qui ont fait ça. Je pense notamment à 31 000 scientifiques du climat, physiciens sur toute la Terre, et en général des niveaux de doctorat, hein, qui ont fait une pétition qui s'appelle l'Oregon Petition, dans laquelle ils expliquent clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec les positions du GIEC et que c'est un trafic de données qui donne lieu à c'est ce que j'appelle la manipulation scientifique. Voilà. Mais vous allez plus loin. Vous dites que l'écologisme mondialiste correspond à l'émergence, voire même à la fabrication d'une nouvelle religion, la religion du réchauffement climatique. Une idéologie puissante, mais qui trouve l'assentiment des peuples, et qui dépasse d'ailleurs toutes les religions qui existent actuellement. Oui, absolument. C'est peut-être le retour d'une vieille religion, celle du panthéisme, c'est-à-dire les adorateurs de la terre et de l'homme. Mais véritablement, alors ça c'est un point important du livre aussi, c'est sur le plan de la manipulation idéologique, cette nouvelle idéologie, cette nouvelle religion dont vous parlez, à laquelle vous faites allusion, on la voit s'élaborer dès les années 60-70, et notamment à travers un grand homme politique connu qui s'appelle George Kennan, qui est un Américain, et qui a clairement écrit « Nous allons devoir faire évoluer en quelque sorte la mentalité des gens en les attirant vers en les orientant vers la défense de l'environnement et en les préparant à quelque chose qui sera, et là je cite quasiment in extenso, qui sera pour les jeunes d'une nécessité urgente et spirituelle. Voilà. Donc c'est véritablement l'élaboration d'une forme de nouvelle religion, de panthéisme, qui va faire naître des petits vers grouillant sur toute la Terre. Vers VERTS, de Cohn-Bendit en Allemagne, qui a fait d'ailleurs un mal fou à l'énergie française à travers les éoliennes et son combat pour les éoliennes, etc. Et pour la sortie du nucléaire, mais c'est un autre sujet, mais ça fait partie du livre aussi. Hein. Donc ce sont des gens comme ça qui vont d'un seul coup s'imposer et imposer cette opinion que la Terre est en danger, que l'environnement est en danger, ce qui n'est pas tout à fait faux. Il y a toujours une part de vrai dans tout ça. Parce que le mondialisme, par exemple, actuel, l'effacement des nations et le mondialisme conduisent tout de même à une espèce de supermarket, si j'ose dire, mondial, d'avions qui vont dans tous les sens, de tankers qui passent pour recharger, puisque maintenant on sait que la moutarde se fabrique en Ukraine, je plaisante, hein, que la Chine fait je ne sais quoi, peut-être les cornichons, j'en sais rien, et que les concombres sont fabriqués en Afrique du Sud, enfin, ou en Amérique du Sud. Vous voyez ce que je veux dire, hein, un espèce de supermarché mondial qui permet de déraciner les hommes. J'ajouterais en plus qu'on est dans une suburbanisation exacerbée qui n'est certainement pas innocente. C'est-à-dire, ce sont des statistiques de l'ONU qui ne sont pas vieilles, à date de l'année dernière, qui annoncent que plus de 52% de la population de la Terre vit aujourd'hui dans des villes. Et dans ces 52%, 80% vivent dans des mégapoles. Et quand on sait qu'il y avait eu un reportage dans le Figaro il y a 2 ou 3 ans qui montrait en Chine des ouvriers chinois qui étaient attirés dans des mégapoles parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre et qui étaient logés dans des pièces d'environ 5 mètres carrés dont la hauteur n'excédait pas 1,50 m. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils rentraient du travail, ils étaient ou assis ou couchés. Mais ils ne pouvaient pas tenir debout. Quand on voit en parallèle ce qui se passe dans les grandes mégapoles, Paris par exemple, et qu'on voit comment des immigrés sont accueillis et dans des conditions de vie scandaleuses et d'exploitation, dans certains quartiers nord de Paris notamment, et d'autres quartiers, on se demande de quoi ils vivent, si on le sait.
Mais j'allais dire, en plus de ça, ces gens-là, on leur met maintenant un label de réfugiés climatiques. C'est tellement plus facile. Mais toutes les organisations soi-disant charitables qui permettent que ces gens-là soient là, entre guillemets, elles acceptent cette indécence de recevoir ces gens-là dans ces conditions-là, qui seraient beaucoup mieux chez eux. Passons. Alors dans cette liste d'idéologues les plus déterminants, vous en faites la liste et vous les citez. J'ai trouvé un Français dans cette liste, moi je peux dire que je ne connaissais pas, que je pense vraiment inconnu du grand public, Gaël Giraud, je devrais dire le père Gaël Giraud, puisqu'il est prêtre jésuite français, et vous en faites un grand idéologue de la lutte mondiale pour le réchauffement climatique. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable parce qu'il se montre clairement dans ce combat contre le réchauffement climatique. Bon, il vient de quitter la France. Il est maintenant installé à Washington, où il a fondé une espèce de fondation qui est justement en charge de contrôler l'application des mesures sur le réchauffement climatique, sur la défense de la planète, et ceci très introduit également dans l'environnement de Biden. Il l'a dit, il l'a écrit. Hein. Il dit Biden veut aller vite et on va l'aider après les 4 années cataclysmiques, nous y revoilà, de Donald Trump. Absolument, absolument. C'est un homme d'extrême gauche, Gaël Giraud. Il a été ordonné prêtre il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, par Monseigneur Aumônier, évêque de Versailles. Et il affirme clairement son idéologie et sa pensée. Alors il est très proche de gens comme les gens du Shift Project. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces gens-là. Jean-Marc Jancovici, qui est un polytechnicien, très, très agile d'ailleurs, mais qui sillonne la planète pour accompagner le Shift Project, c'est-à-dire le projet de changement, aider les entreprises à s'insérer dans ce projet de changement lié à l'adaptation au réchauffement climatique anthropique, à la lutte contre ce réchauffement climatique anthropique, etc., etc. Gaël Giraud fait partie de ses proches. Il est très introduit dans les milieux politiques et il est très introduit et il a l'oreille du pape. On sait aujourd'hui que Gaël Giraud a donné sa plume dans Laudato Si, la première encyclique du Père François. Il a l'oreille du pape et aussi peut-être celle de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a appelé à voter pour lui à l'élection présidentielle de 2022. En conclusion, la manipulation de l'opinion mondiale sur le réchauffement climatique, vous le dites, et c'est votre conclusion, mais il y a beaucoup plus d'éléments dans l'ouvrage. Vous dites que c'est un crime. Là encore, est-ce que c'est raisonnable de parler du mot crime? Oui. Est-ce que ce n'est pas excessif? Alors, pourquoi crime? D'abord parce que le livre, pour qu'il soit abordable et lisible, j'espère très facilement, un peu comme un roman, j'ai fait le choix d'en faire un livre comme un roman policier. C'est-à-dire, c'est une enquête. Il y a une enquête sur la manipulation scientifique, une enquête sur la manipulation dialectique, où il y a quand même des choses truculentes, hein. Une enquête sur la manipulation idéologique, hein, dont on vient de parler en même temps. Et à la fin, je sors, disons que j'arrive aux conclusions. Après l'enquête policière, il faut bien qualifier les faits. Et ces faits, en droit, on peut les qualifier de crimes. Comme en droit pénal, on dirait ça c'est un crime, ou bien ça c'est un délit, etc., etc. C'est le sens même de ce mot, parce qu'on trompe l'opinion publique complète, on la trompe sur quelque chose qui est un réchauffement climatique totalement réel, qui veut simplement nier le fait qu'il n'est pas d'origine humaine et qu'il est tout à fait naturel et qui va peut-être encore durer 300 ans, comme le petit optimum médiéval, dans lequel ces périodes-là, il faut bien l'avoir en tête dans l'histoire, les périodes de réchauffement climatique sont toujours des périodes qui sont favorables à tout, c'est-à-dire à la culture, à l'agriculture. Et sur ce plan-là, il y a un aspect géostratégique très important, si vous me permettez ce mot. Aujourd'hui, derrière le réchauffement climatique et derrière la lutte contre le réchauffement climatique soi-disant de l'homme, il y a une clé géostratégique considérable. Quel est le plus grand pays du monde? C'est la Russie. 17 millions de kilomètres carrés, dont une grosse partie gelée, la Sibérie. Or, il y a un homme qui n'est pas naïf et qui est aussi qui sait analyser les situations, qui s'appelle Vladimir Poutine, qui est au pouvoir en Russie, on le sait bien en ce moment avec les événements. Vladimir Poutine a déclaré il y a 3 ou 4 ans, dans un sommet international, s'agissant du réchauffement climatique, j'ai cité la phrase intégralement, s'agissant du réchauffement climatique parfaitement naturel que nous vivons en ce moment, mon pays saura en prendre les aspects très positifs qui doivent nous encourager
à améliorer l'exploitation de nos ressources minières, qu'elles soient d'ailleurs, ça c'est moi qui rajoute, qu'elles soient aussi bien fossiles, c'est-à-dire combustibles, etc., ou bien de minerais, car vous savez qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui se passe dans le numérique, il y a une guerre aux métaux rares et aux métaux qui ne sont pas si rares que ça d'ailleurs, mais qui sont nécessaires pour le numérique. Et là aussi, c'est un enjeu stratégique. Et bien, Poutine dit, moi, on va profiter, mon pays va profiter de ça, de ce réchauffement climatique, pour améliorer son exploitation de ces territoires immenses, pour exploiter ses ressources et en faire profiter tout le monde, mais en commençant par les Russes. Une des clés, nombreuses clés que vous relevez dans cet ouvrage, que je vous invite bien évidemment à lire. En plus, vous l'adressez, c'est le dernier mot, vous l'adressez à des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, qui considèrent qu'il y a un vrai réchauffement climatique, que c'est criminel de le nier. Et donc vous faites ce cheminement vers eux. Réchauffement climatique, enquête sur une manipulation mondiale, c'est d'Alban Darguin, c'est en vente sur la librairie de site de TV Liberté, et je vous invite à vous le procurer rapidement. Merci Alban Darguin. Merci beaucoup, Marcel Wild.